histoire-là a commencé à s'écrire vendredi. Là. Tâche-toi, mon gars. Avec la reprise vidéo dans la surface de réparation, t'as l'air d'un cave si t'as jamais été touché. La foule marocaine peut être franchement renversante. Puis là, on parle vraiment d'un 12e joueur. Là. Modric, il a joué 34 matchs de championnat cette année. Et le stade olympique a carrément explosé. Ce stade a explosé. Au fond des filets. Dans l'eau de la boîte à pain. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Plein Axe. Olivier Brett avec vous en compagnie de... Frédéric Laure. Mais hein? Et pas juste moi. Ben non. On est... oui, il est surpris, mais on l'a invité tout à l'heure. Alexandre Pratt de La Presse qui est avec nous. Salut Alexandre. Salut, merci pour l'accueil. Merci d'être venu. Écoute, on fait un spécial Coupe du Monde aujourd'hui. C'est notre warm-up. C'est notre réchauffement pour ce tournoi qui commence aussi. Moi, je suis content de vous avoir parce que vous avez travaillé comme des, on va le dire, comme des cochons pour vous préparer pour cette... pas en cochon, mais comme des forcenés. Pour vous préparer pour le tournoi. Moi, je vais le faire plus de mon divan aussi cette année. Alors, j'ai le bonheur aussi de prendre ça avec... Les pieds sur le pouf. Exactement, un peu plus relax. Et c'est un peu ça l'idée, Olivier, de notre podcast aujourd'hui. Mm-hmm. C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent connaissent le foot aussi. On veut vous armer, puis on veut vous préparer pour avoir des accroches pour cette Coupe du Monde-là. Si vous ne savez pas quelle sélection suivre, si vous voulez amener des amis aussi qui ne sont pas nécessairement fans de foot, c'est un peu à ça que va contribuer notre podcast aujourd'hui. Alors, on peut l'écouter en famille dans l'auto en vous rendant à un match ou à un troquet pour une des rencontres de la Coupe du Monde. Ou à vélo, en attendant que la passerelle redescende, comme j'ai fait pendant à peu près 35 minutes plus tôt aujourd'hui. D'ailleurs, désolé de vous avoir fait attendre. On a invité Alexandre parce qu'Alexandre, la couverture de la presse va être assez, je dis exhaustive. Bon, tu vas travailler, toi et Jean-François Tonio, vous allez travailler. Ce que je comprends, vous séparez les côtes. Oui, en fait, Jean-François couvre l'équipe canadienne. Donc, le plus loin qu'elle se rendra, il va aussi faire les quarts de finale, demi-finale, finale. Pour ma part, je vais surtout être basé aux États-Unis, côte Est. Il y a beaucoup de bons matchs, c'est drôle, hein? Ça a été réparti supposément aléatoirement, mais New York a vraiment beaucoup de bons matchs. Alors, je vais être à New York au début, je vais revenir à Montréal, je vais retourner faire vraiment un gros stretch sur la côte Est, deuxième tour, troisième tour jusqu'à la demi-finale. Avant qu'on commence, à quel point ça a été laborieux comme processus avec la FIFA? Parce que à RDS, il y a tellement de bureaucratie, il y a tellement d'exigences. Tu sais, quelque chose de tout simple comme un courriel que j'ai reçu en fin de semaine qui nous dit « Vous prenez jamais de photos avec votre accréditation. S'il y a des photos qui se ramassent sur le web avec votre accréditation, vous pouvez vous la faire retirer. » Le nombre de règles, c'est hallucinant. C'est pas moi qui ai fait le processus moi-même. Toi, étais-tu impliqué là-dedans? Oui, un petit peu, mais la presse, on y va quand même depuis... doit faire comme 40 ans, 50 ans même qu'on couvre les Coupes du Monde en continu. Donc, on a comme un processus qui est mis en place. C'est plus les boss qui s'occupent des accréditations. Un bout un petit peu plus compliqué, c'est les réservations d'hôtels. Ça coûte cher, les hôtels aux États-Unis. Là, ça coûte cher. Mais heureusement, la FIFA avait comme booké quelques hôtels. Fait que ça, on est correct. J'anticipe plus les problèmes une fois que ça va commencer parce que une grande particularité de cette Coupe du Monde comparée aux précédentes, dans la plupart des villes, les stades sont plutôt proches du centre-ville dans le monde, là. Mais pas en Amérique du Nord. C'est juste Foxborough et New York. Le premier match que je fais, qu'un journaliste du New York Times a essayé de marcher de Manhattan au stade parce qu'il y aura mais c'est impossible. Tu peux le faire dangereusement. Ça lui a pris 6 heures pour faire 4000 et demi. Aïe. Alors, ça, c'est le bout qui m'inquiète un petit peu plus. Parce que le MetLife est entouré d'autoroutes aussi. Fait qu'il y a un peu de danger de voiture. Il y a un train qui, normalement, est 13 $, qui était devenu 150 US. C'est rendu comme 98 ou 80. Je l'ai pris, moi, l'an dernier. Puis ça se fait relativement bien. Puis il y avait des navettes qui vidaient le stade. C'était assez efficace. C'est 98 $? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. US, l'aller-retour. Donc, puis le stationnement, en fait... aux États-Unis, on a construit beaucoup de grands stades dans le champ parce que ça coûtait pas cher, puis on met des grands stationnements auto, mais là, le stationnement va devenir un fan festival. Donc, on ne peut pas se stationner, tu peux pas y aller en voiture non plus. Je sais pas comment on va faire circuler 82 000 personnes à travers un train qui coûte 90 $. Mais la Coupe du Monde des clubs avait donné un avant-goût. Je pense que la FIFA avait pogné son Waterloo à ce moment-là en disant crime. Le transport en commun, c'est pas comme en Europe, ça va être compliqué aussi. Juste une autre anecdote avant de commencer. On parlait des règles de la FIFA. À chaque fois, puis on fait les Coupes du Monde depuis 2014, je l'avais fait à l'époque avec Fred, après ça a été à RDS. Tu sais, des swipes ou des animations commanditées qui durent 3 secondes. Tu sais, tu as un cahier de charge, puis entre
les hymnes nationaux, je dis n'importe quoi, là, mais entre les hymnes nationaux puis le début du match, il faut que tu passes un truc. Tu reçois des courriels pour les premiers jours, là, parce qu'ils donnent tout le monde. Tu dois avoir des centaines de personnes qui sont, je sais pas, à Zurich là, ou à quelque part sur la planète. Puis tu te fais dire, ton animation a duré 2,75 secondes. Il te manque 0,25. Merci de respecter ça. Puis tu t'en fais envoyer là, un char et une barge. Ça montre à quel point il y en a-tu de l'argent à la FIFA pour que tu sois capable de payer ton monde. Puis c'est sûr qu'ils s'en font donner de l'argent pour avoir cette rigueur-là, mais c'est une rigueur qui peut être un peu chiante. Le bout plus difficile en presse écrite, parce que si vous êtes détenteur de droit, évidemment, vous avez vos places garanties. En presse écrite, nous, il faut appliquer pour avoir des billets pour tous les matchs. T'es pas sûr d'avoir tous les matchs? Non, c'est ça exactement. Comme là, j'en ai eu pour 2 des matchs que je couvre, là, donc j'ai déjà reçu les accréditations. Mais quand j'étais au Qatar, on le savait la veille. Si on pouvait y aller ou pas. Donc, il fallait que tu appliques 24 heures avant. Puis là, il fallait que tu ailles chercher tes billets le matin. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Bon, le spécial Planax Coupe du Monde va être comme suit. On a un questionnaire que je vous ai donné à remplir avant, un questionnaire justement qui va vous amener vers la Coupe du Monde. Et aussi, il y a une deuxième petite chose que j'ai intégrée dans ce reportage-ci, c'est que entre les questions, ou du moins parsemé dans cette preview qu'on va faire, il va y avoir des questions quiz pour vous deux, les gars. C'est-à-dire que vous avez travaillé très, très fort, mais c'est exactement. Ça se peut très bien que ce sont des questions quiz qui sont un peu du champ gauche, mais qui vont assurément, probablement vous faire sourire. Et le défi, Olivier, c'est que Carlsberg nous offre d'aller vers la Coupe du Monde. On va se faire un petit shooter de Carlsberg à chaque fois. Alors, si tu réussis pas la question quiz, il va falloir que tu te fasses un shooter de Carlsberg. Si Alex réussit pas sa question quiz, c'est moi qui bois pour lui. Aussi. Ah, tu vas boire pas mal. Fait, hein? J'ai hâte d'avoir la fin de ce balade. Commençons d'ailleurs avec la première question quiz, ça monsieur. Ça m'inquiète parce que tu as déjà versé. Ça veut dire que tu es très confiant qu'on n'aura pas les réponses. Prêt. OK. Première question quiz. Combien de stades utilisés pour la Coupe du Monde 2026? Aux États-Unis, il y en a 11. Combien ont déjà accueilli de Super Bowl? Oh. Là, vous avez comme à peu 10% de l'avoir, ou 8% à peu près de chance de l'avoir, si vous dites au hasard. Il y en a plus que un. Ah oui? OK. Ça aurait été probablement ma réponse. Puis il y en a pas mal. Tiens, l'indice. Il y a le SoFi, il y a Miami. Dallas. Allez-y, là. OK, je vais aller pour 4. 4. Bon, attends, 5. La réponse, il y a 7 stades qui ont déjà eu des Super Bowls. Le Hard Rock Stadium à Miami qui en a eu 6. Le Energy Stadium à Houston, 2. Le Levi Stadium à San Francisco, 2. Le MetLife, 1. Le SoFi, 1. AT&T Stadium à Dallas, 1. Et le Mercedes-Benz Stadium, 1. Ça fait qu'il y a plus de stades qui ont eu le Super Bowl qu'il y en a qui ont de la MLS. Oui, effectivement. Voilà. Ah, regarde, tu vois, déjà, on est sous déjà. As-tu bu? Ah ouais, j'ai bu. Oui. Je suis témoin. On va à la reprise. OK, première question. Première question. Commençons pour toi, Ali, aussi. As-tu un beau-frère? Oui, t'en as. Ben oui, t'as un beau-frère. Ben oui. Comment ça, il a fallu que j'y pense? Ouais, t'étais pas sûr. C'est parce qu'il est pas beau. Non, pas du tout. Le joueur dans cette Coupe du Monde, comme votre beau-frère, devrait regarder absolument pour aimer ce tournoi. Parce qu'on va avoir plein de questions, comme en étant des spécialistes de soccer, on va nous inviter, puis là, pourquoi j'aimerais ça? Y a-tu des joueurs? Y a-tu un joueur qui va nous donner une accroche, justement, pour entrer dans ce tournoi-là, puis se dire, wow, as-tu vu? Il était cœurant! Antonio Nusa. Oh. Avec la Norvège. C'est une machine. C'est un gars qui est jeune. Moi, je pense que c'est son tremplin. Il est à Leipzig, si je ne me trompe pas, en ce moment. Je pense que c'est son tremplin. Il passe dans une autre stratosphère avec ce tournoi-là. Puis tout le monde va faire une obsession sur Erling Haaland. Quand la Norvège va jouer, ça va libérer de l'espace ailleurs sur le terrain. Qui se trouve ailleurs sur le terrain? C'est un gars comme Nusa. Particulièrement ici, la Bundesliga, on la suit peut-être un petit peu plus, d'un petit peu plus loin. Puis je pense que c'est un gars qui... Surtout avec la chaleur, moi, je pense que ça va devenir à certains endroits un facteur important. Plus la compétition avance aussi, je pense que la Norvège peut aller assez loin, merci, particulièrement avec son attaque.
c'est un gars qui peut détruire des défenseurs latéraux. J'ai vraiment, vraiment hâte de le voir jouer sa Coupe du Monde. Intéressant. Alex, t'as quoi pour ton beau-frère, toi? As-tu un beau-frère, d'ailleurs? Oui, tout à fait, oui. Mais moi, je vais pour Lamine Yamal. C'est un petit peu un choix facile, mais un petit peu pour les mêmes raisons qu'Olivier. C'est quelqu'un qui est connu des fans de soccer, mais qui n'a pas encore atteint le statut de superstar à la Messi ou à la Mbappé. Et je pense que ce tournoi-là peut le faire pour lui. Je sais qu'il a été blessé dans les derniers jours, mal à une cuisse, mais là, le sélectionneur, il a dit oui, tout à fait, il devrait être capable de jouer. Écoutez, c'est rare qu'on voit des adolescents, parce qu'il y a 18 ans, là, il va avoir 19 ans pendant le tournoi, c'est rare qu'on voit des adolescents être capables de tenir tête à des joueurs dans la vingtaine et la trentaine avec autant de stabilité puis avec autant d'excellence qu'il le fait. Il est à presque 50 buts quand même avec FC Barcelone. Il a été élu joueur de l'année en Liga à 18 ans. Tu sais, c'est un petit peu comme... Il a gagné l'Euro. Oui, exactement. Je veux dire, tu as gagné l'Euro à 16 ans. On est sur quelle planète? Vous serez étonné comment il percole chez les jeunes. Moi, je côtoie les très jeunes, là. Ouais. Puis, écoute, le vendeur d'Espadrille au Evangelista a convaincu mon fils d'acheter les souliers de Lamine Yamal. Ouais. Mais ton fils est un grand connaisseur. Peut-être. Mon beau-frère n'est pas un grand connaisseur. Alors, moi, je veux que mon beau-frère découvre. T'as raison. Moi, pour mon beau-frère, j'ai 3 titres de beau-frère. Hein? Ouais. Pour mon beau-frère qui aime ça, les pièces d'hommes, là, puis qui écoute Game of Thrones, puis qui triple là-dessus. Pour les King of the North, j'avais moi aussi les Norvégiens, parce que Alan et Sorlotte, notamment, c'est 2 gars de 6 pieds 5. C'est des armoires à glace. Puis je pense qu'on va les voir et ça va ressortir pour le commun des mortels quand tu vas regarder un match de Norvège. J'aime ta réponse par rapport aussi au fait qu'ils vont faire de la place. Pour ceux qui aiment les tout inclus, j'ai le Brésil, puis Vinicius. Puis Vinicius, il va être content avec Ancelotti qui est là. Il l'a déjà fait danser. Je pense qu'il va recommencer à danser un peu, j'ai l'impression. Puis pour mon beau-frère, un peu classe, qui aime les voitures européennes, écoute la France, non? Mbappé, Dembélé, Olysée, Désiré Doué. Écoute, c'est pas un 4 chevaux, même une 6 chevaux avec Cherki, puis n'importe qui d'autre de cette attaque-là. Moi, j'étais encore frustré à cause de Boss. Je leur en veux, l'équipe de France en ce moment. Honnêtement, ça a changé mon juju autour de cette équipe-là, qui est phénoménale. Là. Je suis capable d'être assez objectif, mais je suis encore un peu froissé avec cette histoire-là. Alexandre parlait de match tout à l'heure. Tu as des bons matchs à côte Est. Combien, la deuxième question, c'est quel match vos amis qui ne connaissent pas ça devraient regarder? Parce que ça va être important. Parce qu'on a le sentiment que dans la prochaine Coupe du Monde, il y a beaucoup plus de matchs. Il va y avoir des 5-0, des 6-0, ou il va y avoir des 0-0 plates en Christie. On dit ça depuis toujours. Non? Moi, tu penses pas? Je suis pas sûr de ça. Je suis pas certain. J'ai hâte de voir. C'est vrai. Écoute, ça, c'est des faits. Tu as peut-être raison. Il y a des matchs en même temps que j'enverrai pas mon beau-frère voir Ouzbékistan, Vatican. Mettons, peut-être à Caroline Proulx, peut-être. Irak-Sénégal là, pour 2000 $, non? Pour 2000 oui. Y a-dessus, c'est quoi votre match? Ouais. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Y a-t-il une journée? Moi, j'ai une journée, en fait. J'ai triché, j'ai une journée. Ah oui? Oh. Avec plusieurs. Ben, vas-y donc. J'ai le 26 juin. T'as back-à-back. La fête à Messi. En plus. Là, je viens de faire un Fred Lard, là, parce que je sais pas si tu sais, Alex, mais Fred est une machine. Regardes-tu le matin en te levant, puis c'est une question super sérieuse. As-tu un calendrier avec les fêtes du monde? Je suis vraiment super bon dans les anniversaires. 2 choses. Je pense que c'est vraiment un certain talent, mais je l'ai aussi dans mon agenda. Ah ouais? Fait que c'est quand la fête de Rudy Camacho, tu le sais-tu? Camacho, non. Non? J'ai pas mis dans mon agenda. Je l'ai croisé au stade vendredi. J'avais 21 avril de Marco Donadel. Oh. J'ai pas envoyé de message. J'ai pas voulu être. Je me sentais un peu mal. C'était comme quelques jours après. OK. Donc, le 26, c'est back-à-back. Vous avez un Espagne-Uruguay. Oui. Tu as là un hyper classique avec une équipe, 2 équipes. Premièrement, l'Uruguay qui court comme des malades, puis l'Espagne qui est probablement là. Qui font courir comme des malades. Oui, qui font courir, exactement. Fait que ça va marcher. Le mix est là. Et encore là, je reviens à mon beau-frère, France-Norvège. Ouais. Ça, c'est la même journée. C'est ça que t'avais? T'as 2 équipes. Non, mais j'y vais. Non, mais c'est un match que je couvre, France-Norvège. Je pense que c'était France-Norvège. Ouais. Ben, écoute, parce que tu sais quoi? Puis là, c'est peut-être encore mon juju de boss. Là. Moi, je pense que les Norvégiens peuvent foutre le bordel dans le tournoi de la France. C'est piégeux, mais ça. Mais
ce sera pas mathématiquement là, que ça va foutre le bordel, mais je pense que ça va semer du doute. Je pense vraiment que la Norvège est capable de battre l'équipe de France. Là. En fait, la Norvège est capable de battre n'importe qui. La question, c'est est-ce que tu es capable d'enchaîner tes performances où tu peux battre n'importe qui? Ce match-là, moi, je pense qu'en France, on déchire notre chemise, l'équipe pogne en feu. Il y a un avant puis un après. Oui, qui est peut-être une bonne chose aussi, parce que rappelez-vous, il y a un avant puis un après Argentine-Arabie Saoudite au Qatar. Puis moi, je suis convaincu que si tu te fais pas battre par l'Arabie Saoudite, tu gagnes pas la Coupe du Monde au Qatar si tu es l'Argentine. C'est peut-être le même genre de scénario avec France-Norvège. T'as la même aussi? Non, j'ai Brésil-Maroc en tout début, qui est le premier match que je couvre ce samedi. Là, je pense qu'on a des ce samedi, vrais là, tu viens de me shaker. C'est la première fois qu'on peut dire... Cette semaine, oui, ça, c'est exactement. Un peu nerveux, là. Donc, c'est le premier match que je vais couvrir. Là, il y a des vraies chances de surprise, à mon avis. L'écart entre les deux équipes est plus faible qu'on peut le penser. Le Maroc a vraiment eu un très, très bon cycle depuis la dernière Coupe du Monde. Il y a eu une bonne dernière Coupe du Monde aussi. Il a quand même terminé... il s'est rendu jusqu'en demi-finale. Et là, je pense que ça va être un match tactique de haut niveau. Pour moi, c'est peut-être le match avec la plus grande qualité du premier tour. C'est presque un 8e de finale, finalement, ou même un quart de finale. Mais genre, au premier tour, il y en a très peu. Des affrontements là, vraiment de haut niveau au premier tour. Vous avez parlé de France-Norvège. Il y a celui-là, mais il n'y en a pas des douzaines non plus. Donc, je vais pour celui-là. Ça pourrait être une demi-finale. À la limite. Ouais, c'est 100%. Mais en fait, je dirais, au Qatar, c'est rendu à demi-finale. Donc oui, tout à fait. Mais c'est ça. Et puis même, on va peut-être un peu loin, mais peut-être même ça pourrait être une finale Brésil-Maroc. En tout cas, ça ne serait pas incongru nécessairement. Angleterre-Croatie, ça vous fait triper ou on a l'impression d'être il y a 8 ans? Mais on revient à la question. Ceux qui ne consomment pas le foot, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. C'est un peu du vieux, foot. Moi, je trouve ça excitant, Angleterre, quand même. Je veux dire, d'abord, il y a plein de bonnes histoires autour de cette équipe-là à raconter. C'est une histoire. Je veux dire, c'est une équipe qui historiquement est assez bonne pour se trouver ses propres chicanes puis s'enterrer elle-même. Non, moi, j'ai hâte. C'est plus la Croatie, je suis pas certain. C'est ça. Modric est encore là. Le nombre de mimes que je vois aussi où ce sont des vieillards qui représentent la Croatie. Non, mais je veux dire, j'ai couvert la Coupe du Monde en 2022, le match Canada-Croatie, puis il me semble avoir écrit comme des 4 jours avant le match, écoutez, la Croatie est rendue vieille, c'est tous des vieillards, c'est tous des joueurs en fin de parcours, puis il y a encore de ces joueurs-là qui la moitié de l'équipe est encore. Modric, il a joué 34 matchs de championnat cette année. C'est une machine, là, Modric. La seule affaire qui serait plate pour lui, là, puis là, je veux pas ternir sa réputation qui est... Faudrait juste pas apprendre qu'il était sur quelque chose. C'est un peu plate, là, mais ça commence à devenir extraterrestre. T'es rendu cynique à ce point-là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? 40 ans. Ouais. Non, mais 40 ans, quelque chose dans ta matchs par année. Ouais, mais on est de plus en plus... Ouais. Dans tous les sports, en fait, de plus en plus, on voit des athlètes dans la quarantaine. Tu sais que Tom Brady, si on prend juste les stats de Tom Brady, après 40 ans, il y a une carrière de temple de renommée. LeBron James. Oui, au tennis, on en a vu aussi plusieurs qui se sont rendus tard. Même au baseball, il y en a dans la quarantaine. On en voit plus qu'avant. Mais tu sais, c'est une exception. C'est-à-dire que son niveau d'excellence est soutenu à son poste. Non, t'as raison. Ils sont 4-5 de 40 ans et plus. T'as Ochoa, Modric, Ronaldo. Messi, c'est le genou. Là. Il ne ferait pas la cote du 5 contre 5 des hauts 40 là, avec ces gars-là. Maintenant que tu en parles de bord, je vais faire double question quiz. Fait que, première, tu viens de parler des gars... Quel est le plus grand scandale de stéroïdes de l'histoire du soccer? Elle est où ma question? Non. C'est de ça que je parle. Non, je cherche... Voyons, elle est où? Ah oui. Qui sera justement le plus vieux joueur à participer à la Coupe du Monde 2026? Oli, tu viens d'en nommer plusieurs, mais tu ne l'as pas nommé le plus vieux joueur. Écoute, je l'ai lu hier en plus. Il me semble qu'il a 43 ans puis c'est un gardien de... Mais je ne me rappelle plus. C'est le gardien de l'Égypte, non? Genre. Alex, il est à côté. Ouais, mais je veux dire, gardien d'Ouzbékistan. Je ne sais pas c'est qui. C'est le gardien de l'Écosse, Craig Gordon, qui a 43 ans. Tu as raison. Je vais quand même boire pour Alex parce qu'il l'a pas eu au complet. Je me rappelle plus c'est qui le plus jeune avec l'Écosse, mais il y a des gars qui étaient pas nés. Oui, effectivement. Okay, mais Lamine Yamal n'était pas né à ce moment-là. Non, sûrement pas. Puis quand il a commencé sa carrière professionnelle. Ben non, il avait 25 ans. Ben oui, c'est ça. Puis l'autre question, la double. Oli, c'est la plus grosse coupe du monde. On en fait grand cas en ce moment. Puis on demande pourquoi c'est la plus grosse coupe. Parce qu'en fait, il n'y a jamais autant de matchs qui seront présentés. 104 matchs, vous le savez, Oli, particulièrement. Je pensais que c'est la question. La question, c'est une augmentation de combien de matchs par rapport à la précédente? T'es bon en maths, Alex? C'est pas 39, ouais. 38?
C'est 40 matchs. Alors, on n'était pas loin. On C'était était dans la marge 64. d'erreur. Faut-tu boire pareil? On était dans la marge d'erreur. Faut-tu boire pareil, Eddie, encore? Oui, visiblement, il boit pareil. Ah oui, parce qu'il y a un match de médaille de bronze, en fait. Ouais, c'est ça. OK, ouais. Vous êtes bon, par contre. La petite finale, qui écoute La ça? petite finale, c'est ça. Pas vrai, c'est plate. Mais ça. La dernière fois avec le Maroc, il y avait une histoire là, mais il était ses rotules en moins d'enjeux. Oui, on est d'accord. On a bien fait de boire parce que la prochaine question, ça aussi, ça va rythmer la couverture pour ceux qui ont les droits et ceux aussi qui n'ont pas les droits. C'est les controverses. Il y a toujours de la controverse à la Coupe du Monde, des grosses, des moins grosses. Laquelle va emporter l'attention? Ou en dehors du terrain? Sur l'ensemble de la couverture, sur l'ensemble du tournoi. Là, on sait parce qu'il y a des enjeux géopolitiques aussi. Alex, sur quoi tu vas écrire? Parce que toi, tu es aussi chroniqueur, au-delà de journaliste. Ben, tu sais, je m'attends à ce que Trump fasse un commentaire par jour sur tout, là, genre des fans d'Haïti, genre les succès de l'équipe américaine et tout. Mais moi, je pense que ce qui va beaucoup retenir l'attention, surtout dans le premier tour, c'est tout ce qui a rapport à l'accès au stade. Le prix des billets, comment se rendre au stade. Ça peut être ICE, mettons, qui soit dans les stationnements, la fermeture des zones de stationnement, justement, pour les transformer en fan festival qui risque de créer des chaos un petit peu partout. L'accès interdit à certains partis. On a commencé à voir des dépêches un petit peu partout, des partisans de certains pays qui ont été interdits. Je pense il y a des visas qui n'ont pas été donnés. Tu parles Haïti, Sénégal, Côte d'Ivoire, notamment. Non, en fait, il y a des pays dont les ressortissants peuvent... les gens qui habitent dans ces pays-là ne peuvent pas venir. Alors, moi, je pense... Puis, il y a des groupes de supporters aussi qui ont été séparés dans les stades. Tu sais, on a mis comme, OK, 4 là, 12 là, 6 là. Moi, je pense que tout ça va prendre beaucoup d'espace, surtout dans la première semaine. C'est-à-dire les premiers reportages qu'on va voir sur place. Tu sais, la machine va falloir qu'elle soit radée. Puis oui, c'est les États-Unis. Là, je veux dire, c'est pas organisé comme dans un pays genre qui n'a pas d'expérience. Ouais, mais on l'a vu à la Coupe du Monde des clubs où ça a été compliqué. À la Copa América. Ouais, à la Copa América, par contre. À Miami, ça rentrait par les systèmes de ventilation. Hey, moi, ça m'a fait capoté. Les familles des joueurs qui étaient juste en arrière du banc, puis les joueurs se mettaient à se pogner avec les familles. Rappelle-toi, l'Uruguay, ça se battait dans les estrades. Puis à Miami, moi, je comprends pas comment cette finale-là de Copa América... Rappelez-vous la femme qui était là avec son chien au dernier rempart pour rentrer. Dans quel monde t'as pas 3, si c'est pas 4 points de sécurité? Tu sais, au Parc des Princes, ça se fait quoi? Ça fait des 30 ans, 40 ans que tu as 2-3 checkpoints pour rentrer dans le quartier. Dans le quartier. Je suis ceci est possible. Je veux dire, on pourrait voir des trucs comme ça, je pense, surtout dans le premier tour où tu as plus de pays. Puis les billets sont tellement chers que ça se peut qu'il y ait une forme de protestation anti-FIFA là-dessus. Donc, moi, c'est vraiment ce que je pense qui pourrait être une controverse dans les premiers temps. Moi, ça va dans le même sens, en fait, puis j'extrapole un peu les enjeux de sécurité. Puis tu parles, c'est relié à Trump. Je pense qu'il va lui-même remettre le focus là-dessus, parce qu'oubliez pas que dans les 11 villes, premièrement, c'est 11 centres urbains. En général, les centres urbains sont bleus. Quand tu dis dans l'Est, là, San Francisco, Los Angeles, New York, s'il devait avoir de débordements, des problèmes là, je pense qu'il y a un focus. Je pense écoute, pas je pense, mais il va assurément, le président Trump va assurément, je pense, se servir de ça de façon politique, de façon cynique aussi, pour renvoyer vers les villes, vers les maires, les mairesses aussi qui sont là. Il y a des primaires à Los Angeles, il y a Mandani, c'est ça, à New York aussi. Je pense qu'il va instrumentaliser ça, politiser ça aussi. Tu penses qu'on pourrait mélanger le sport et la politique? C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Jamais. Puis particulièrement dans les swing states aussi à voir. Alors, vous ne pourrez pas faire votre sauce tomate tranquille chez vous pendant la Coupe du Monde. Moi, je suis resté sur le terrain. Oui, OK, controverse. Oui. La controverse qui va apporter l'attention. Il y a deux choses. Tu vas avoir des coachs qui vont péter leur coche pour les pauses d'hydratation. Oui, ça, oui. Surtout, en fait, les coachs qui vont péter leur coche pour ça, c'est quand la température ne sera pas un problème, qui vont avoir le momentum en deuxième mi-temps. Puis là, la pause va permettre, parce qu'on l'a vécu là, au Stade Saputo vendredi, il y avait un momentum, puis cette pause-là arrive d'un peu nulle part, puis elle arrive en milieu. Tu sentais pas que tu en avais besoin. Là. On était bien au stade. Ça, je pense que ça va être un sujet de discussion. Puis l'autre chose, moi, je pense qu'ils vont avoir énormément de difficultés. On s'en parlait la semaine dernière ou la semaine d'avant avec les règlements qui changent. Revoir des corners au VAR, mais sans retarder le match ou
changer influencer le rythme de la rencontre. Là, je ne sais pas c'est quoi le phrasé exact. D'un match à l'autre, ça va être appliqué complètement différemment. Puis ça va vraiment irriter du monde. Il y a des situations qui vont avoir été ratées. Puis tu as une équipe qui va encaisser, puis finalement, on ne sera pas allé revoir parce qu'on ne l'aura pas fait assez vite. Je trouve que le phrasé de ce règlement-là est trop mou, puis je pense que ça va faire en sorte que... moi, je suis d'accord avec ce règlement-là, mais appliquez-le all-in. Tu ne peux pas être à moitié enceinte. À quel point ils vont parler de pelouse aussi? Ça commence, on n'en a pas... C'est dans des centres d'entraînement pour le moment. Ouais. L'enjeu est concentré là. Les Japonais au Mexique, je pense, en ce moment, c'est ça. C'est ça, mais tu sais, j'ose croire que dans les stades, la pelouse va être... Oui, puis là aussi, la Copa América, il y avait eu des enjeux, pas juste au centre d'entraînement, il y avait des enjeux dans les stades aussi, puis ça, je présume qu'ils ont été capables de faire leur devoir puis de changer ça. Voulez-vous faire, avec quel personnage de la Coupe du Monde vous aimeriez prendre un verre à un café? Alex, ça serait sûrement pas un joueur, parce que non. Par expérience, c'est plat. Les joueurs, surtout les plus jeunes, là, qui ont comme entre 17 puis 25, ça fait pas des bonnes quotes. Puis ça, dans tous les sports, là, même au hockey, où j'en fais beaucoup au hockey ou au basket, au baseball, ces gens-là, ils ont souvent pas grand-chose à dire. Les meilleurs raconteurs, c'est les coachs. Ouais. Les coachs sont, sans exception, tous extraordinaires. Puis c'est intéressant aussi, on peut développer plus de thèmes avec eux. La gestion des superstars, par exemple, la gestion du banc, la gestion avec les arbitres et tout. Moi, je pense que j'irais pour un coach avec beaucoup d'expérience. C'est une réponse facile, mais Didier Deschamps, probablement. Ancelotti, Thomas Tuchel. Ça, c'est le genre de personne qui m'animerait. Je pense, franchement, je pourrais prendre une bière pendant 1 heure avec Thomas Tuchel, puis ça, je pense, serait capable de sortir de quoi de pas pire. Alors qu'un joueur de 20 ans, des fois, c'est comme sortir de l'eau d'une roche. Il est réputé pour avoir en fait, il y a une réputation de borderline un peu, Tourelle aussi. Il y a une obsession, il y a une confiance. Les meilleurs livres que j'ai lus sur le soccer, ce sont tous des biographies, en fait, de coach. Ouais. Alex Ferguson, son livre qui est quand même très bon là, sur le leadership. Les livres sur Pep Guardiola sont extraordinaires. Donc, Klopp, il y en a un bon sur Klopp. Oui, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, en fait, dans le sport, entre autres. En fait, c'est de voir des gens qui ont beaucoup de vécu en parler. Puis bien souvent, quand tu as comme 22, 23 ans, tu n'as pas assez de vécu pour en parler. En même temps, c'est tellement rendu... puis c'est un problème aussi... du journalisme sportif. Les coachs et les entreprises sportives sont tellement sophistiqués. Il y a tellement de données avec lesquelles ils travaillent aussi. Il y a des perceptions, puis il y a des enjeux de leadership et tout ça, que par moment, moi, je me trouve, je vais parler pour moi-même, parfois mal équipé justement pour aller profondément avec ces entraîneurs-là dans certains sujets aussi. On parle de périodisation présentement avec Philippe Lafroy. Ouais. Je comprends le principe, mais il y a des choses qui m'échappent aussi, puis que je ne sais pas, si j'étais aussi spécialisé, peut-être que je serais en mesure de encore mieux raconter l'épopée, notamment de Philippe Lafroy. Tu as un café, toi? Café ou bière, toi? Je pense que ce serait une bière. Ouais. Avec Jackson Irvine de l'Australie. Oh. C'est un gars qui joue à Saint-Pauli. C'est tough de penser à Saint-Pauli puis pas penser au rebrand de l'Impact. Hein? Moi, je pense à Jonathan en Beaulieu-Bourgault. Oui, il y a ça aussi. Le gars, il est super engagé. Il joue là-bas. Il est adoré là-bas. Il est capitaine. À chaque Coupe du Monde, il y a des commentaires au Qatar. Je pense qu'il faisait partie d'un comité ou d'un conseil pour les travailleurs migrants qui avaient contribué, évidemment, puis il y en a plusieurs qui sont morts au Qatar. Là, il y a eu des déclarations sur Trump en disant que son prix de la paix, ça n'avait aucun bon sens. Tu sais, t'en as tellement, puis tu parles des joueurs, soit ils n'en ont pas assez vécu, donc ils n'en ont pas beaucoup à dire, soit ils en ont trop vécu, puis ils disent plus rien parce qu'ils se sont brûlés. Jackson Irvine, ça a l'air d'être une licorne dans tout ça. Il est dans le beau club pour lui, visiblement. Ben exactement. Puis il y a tellement un fit là-dedans. Tu sais, quand à Saint-Pauli, il décide de t'embrasser, d'embrasser ta présence, c'est parce que tu as quelque chose de spécial. Moi, je serais... Puis, tu sais, les Australiens, d'habitude, là, prendre une bière avec eux autres, c'est le fun. Fait que j'irai avec lui. Est-ce que ça serait une Foster ou chose? Australian for beer. Beer. Coffee. Beer. Coffee, beer. J'essaie de faire le tour. On en parlait
hors micro avant, j'ai un jeune enfant, j'essaie de l'intéresser au sport, mais j'essaie de l'intéresser aussi aux Simpsons. Puis je me rends compte qu'il faut commencer par des classiques. Beer, coffee, beer, en tout cas. OK, 5e question déjà. Lequel des sélections mériterait un documentaire? Ça, je trouve que j'aime bien cette question-là, parce que ça, c'est des enjeux qui t'importent particulièrement. Oui. Parce que tu dois, au-delà, Oli, tu as déjà la matière, c'est-à-dire le match. Toi, tu dois créer en quelque sorte ta matière dans une certaine mesure. Fait que ça, je trouvais ça intéressant comme question. J'ai mis comme peut-être comme les yeux dans les bleus, ou bref, un documentaire. C'est quoi le pitch que tu ferais? Toi, tu ferais quoi? Moi, mon pitch, j'ai 3 pitchs. Parce que les yeux dans les bleus, c'est légendaire. C'est dans les coulisses. Parce qu'ils gagnent. Parce qu'ils gagnent. Ouais. En même temps, l'accès... Moi, je suis allé dans l'autre sens. Vas-y. Mais non, mais là, en même temps, c'est connu, cet accès-là. Il y a le Hard Knocks, il y a un peu partout. Fait que c'est peut-être pas aussi révolutionnaire, mais en même temps, c'est toujours agréable. Le Maroc... Comment on se relève de la fracture de la dernière Coupe d'Afrique des Nations? D'ailleurs, ils l'ont-tu gagné ou ils l'ont pas gagné? C'est pas encore clair. Le Maroc, puis comment... puis je m'intéresserais à... Il y a eu une révolution dans le football marocain aussi, puis je pense qu'ils mettent beaucoup d'efforts pour la sélection, puis d'argent pour la sélection. Ouais. J'aimerais ça voir comment ils le vivent aussi, les Marocains. L'Iran. Ouais. Pas juste un behind the scenes, juste comprendre. Parce que dans un documentaire, un peu comme Les yeux dans les bleus, aussi une caméra qui est un peu une fly on the wall, comme on dirait, je pense qu'à travers les faciès, pas nécessairement les entrevues, mais les faciès, tu comprendrais les allégeances, tu verrais des dynamiques. Puis tu verrais aussi toute la saga par rapport au visa. Ils s'entraînent au Mexique, mais ils ne sont pas encore sûrs d'aller aux États-Unis. Puis moi, je suis jamais allé dans un pays où le président a dit « Si tu viens dans mon pays, mon gars, ta vie est un peu en danger aussi. » Alors, il y a une grosse tension. Ça, je donnerais ça à HBO, probablement. C'est mon pitch pour HBO. Puis finalement, Cristiano Ronaldo, la dernière, The Last Dance de Cristiano Ronaldo, c'est un gars lui-même, c'est une télé-réalité. T'aurais un bon épisode parce que potentiellement, il pourrait avoir un match Ronaldo-Messi encore en finale. Ouais. C'est une possibilité. Fait que t'imagines l'épisode cumule avec ça, ou du moins, bref. Puis d'ailleurs, je sais pas, vous avez vu c'est un beau clin d'œil, mais les pubs de Nike aussi, il y a une apparition de LeBron James. Ils sont assis à la table, puis il y a un script, puis c'est comme, c'est justement, c'est le script de votre dernière danse, puis les deux font non, toi signe. Les deux veulent pas dire que c'est leur dernier moment. Fait que ça serait mes 3 pitchs. Moi, c'est un accident de char. C'est les États-Unis. Ah ouais, tu penses que... Attends une minute. As-tu vu en fait ça? T'as pas vu le match contre l'Allemagne? Ils ont bien joué contre l'Allemagne. Ouais, mais OK. Tu t'achètes pas qu'ils sont en train de piquer un peu? Un accident de char. Ouais. Puis peut-être que ça le sera pas, là, mais si j'avais comme à parier, là, puis à dire on en prend un, puis tu t'assures de ne pas avoir de clause où ils ont le droit de te retirer les images, puis et ça fera un Raymond Domenech qui est frustré qu'on ait utilisé ses mémoires, son journal intime. Tu sais, juste Mauricio Pochettino, puis je pense qu'on s'en parlait la semaine dernière, comment il a répondu à la question sur les joueurs pas appelés. Puis le clash qu'il y a entre Jesse Marsh qui dit « J'ai appelé » ou « J'ai laissé une note vocale à 27 gars pour leur expliquer pourquoi ». Puis l'autre qui dit « Ben là, il y en a 50 que moi, j'aurais pas voulu être appelé à l'époque pour me faire bullshiter si on décidait de me congédier. » Ouais, mais attends une minute, tu te fais pas congédier, tu te fais pas amener à la Coupe du Monde. Il y avait quelque chose là où tu sentais que c'était vraiment chargé émotivement pour Pochettino. Puis je me suis dit « Boy, si t'es remonté là... » Puis ça n'a pas commencé encore, ça va se sentir avec un groupe qui a été beaucoup critiqué dans la dernière année et demie parce qu'il restait en club, il venait pas... tu sais, je faisais des notes là, des États-Unis. Le nombre de gars qui n'ont pas joué des tournois, qui n'ont pas joué des fêtes internationales parce qu'ils sont restés en club où ça leur tentait pas, ils voulaient partir en vacances. Moi, je peux pas croire que ça te rattrape pas, puis c'est la raison pour laquelle je fais le reste. En fait, ça a longtemps été l'équipe super sympathique. Tu sais, en 94, c'était comme l'équipe bonbon un peu, Cendrillon, puis tu sais, il y avait une belle aura autour de cette équipe-là, puis même dans les Coupes du Monde successives, c'est moins le cas, je trouve. C'est difficile de s'attacher à certains joueurs de cette équipe-là, c'est juste... Mais le choix de Pochettino, puis c'est là, par rapport à Jesse Marsh. Marsh a été dans les médias. Je dis pas qu'il faut absolument faire ça puis être racoleur, mais moi, je me rappelle, il y a plusieurs intervenants aux États-Unis, quand ils cherchaient le prochain entraîneur, disaient, le prochain entraîneur, il va aller au Daily Show, il va aller à NBC le matin, tu sais, ainsi de suite. On l'a pas vu Pochettino, il restait en Europe. Puis tu parlais des messages aussi. Jesse Marsh est allé plus loin. Hein? Les 55, je pense,
qui étaient dans la liste préliminaire, je pense qu'il les a tous contactés pour... je peux pas... Mais fais le calcul. 26, s'il y en a contacté 27... je te donne James Pantemis et Jesse Marsh, mais Pantemis, c'est peut-être un peu plus probant parce qu'il était dans le cycle, mais un gars comme Samuel Piette, qui était dans la liste des 55 éligibles pour la Coupe du Monde, jamais été dans les plans de Jesse Marsh, puis personne ne s'est bercé d'illusions. Mais Jesse Marsh a quand même eu la classe. Ça prend du courage managérial, c'est tout. Il a dit, hey, en passant, tu viens pas. Salut, bye. Ouais. Puis, c'est pas grand-chose, mais il a fait ça. Marsh a une bien meilleure embauche que Pochettino aussi. Moi, je vais y aller avec... moi, j'en ai deux vite. Haïti. J'aurais commencé il y a longtemps, mais quand même 5 ans sans t'entraîner dans ton pays, puis de constituer une équipe nationale qui fait un parcours 100% sur la route, puis qui se qualifie. Puis là, je l'ai su beaucoup sur les réseaux sociaux là, depuis quelques jours. C'est assez intéressant quand même de voir l'engouement qu'il y a autour de cette équipe-là qui a joué à Miami, notamment. Ils vont jouer dans des villes où il y a une bonne diaspora, une grosse diaspora haïtienne. Ils risquent d'avoir de la frénésie. Il risque de se passer quelque chose autour de cette équipe-là. Puis l'autre, ça serait Curaçao. C'est débile, je veux dire, qu'une île de la grosseur de Sherbrooke en population réussisse à se qualifier pour la Coupe du Monde. Il y a l'air d'avoir des beaux personnages aussi dans cette équipe-là. Puis tu sais, là, il y a un beau potentiel visuel. Tu vas tourner sur l'île aussi pendant la Coupe du Monde, de voir... comment ça se passe là-bas, j'imagine que ça va être des rassemblements extraordinaires. Puis, tu sais, je veux dire, ça va être parmi les plus beaux jours que Curaçao va avoir. Les plus belles nuits, les nuits les plus folles de Curaçao. Fait que je ferais ça, moi, je pense. C'est smart comme documentariste, justement, de trouver des locations où c'est le fun d'aller aller tourner Curaçao, sur la plage à Curaçao. Ouais, il y a pire. Tu sais qu'à ce qui paraît, la moitié de la population, même un peu plus que la moitié de la population, rentre dans le stade. Je pense qu'ils vont jouer à Houston. En tout cas, la moitié de la population rentre dans le stade de Houston. Fou, hein? Vous avez vu que j'ai rempli mon... T'es en train de nous dire qu'ils rempliront pas le stade à Houston. Non, non, il n'y a pas grand-chance. Il n'y a pas grand-chance, exactement. J'ai rajouté, c'est l'heure de question quiz, une autre question quiz, messieurs. Ça, c'est pas simple quand même parce que ça m'a pris... Les premières étaient pas simples non plus. Non, ça m'a pris du temps à m'assurer de la véracité. Je pense que je l'ai bien, la réponse. Toi, il a fallu que tu... Combien de frères vont jouer à la Coupe du Monde? Là, j'accepte soit le nombre total de frères, parce que il n'y a pas de 3 frères. Là. Ce sont des pairings. Là. Donc, combien de paires de frères ou combien de frères vont jouer à la Coupe du Monde? C'est en bas de 20. Non, clairement. Là. Je sais pas, là, je pense à mon album Panini. Là, j'en ai quelques-uns en tête. 20. Je dirais pas, pas mal à bonne. Moi, je dirais 6 x 2, 12. 12? Il me semble qu'il n'y en avait pas tant que ça. Là. 10. Vous êtes exactement à mi-chemin chacun. Là, c'est 8 paires de frères, 16 frères quand même. Il y en a 4 qui jouent pour la même équipe, comme les frères Hernandez en France, ou encore les Timber aux Pays-Bas. Timber. Souter. Les frères Souter, les frères Hunter. Les Schlager aussi, pas mal. Mais il y a aussi 4 fratries, 4 frères qui jouent dans 2 sélections. Je vais vous les nommer. Désiré Doué puis son frère Gouela Doué, France-Côte d'Ivoire. Nico et Iñaki Williams, Espagne, Ghana. John et Harry Souter, Écosse-Australie. Et ça, j'ai failli que je le vérifie. Brian Brobby et Derek Lucassen, c'est les Pays-Bas et le Ghana aussi. Ce sont des doubles nationalités. Il y a un frère qui a choisi une et l'autre a choisi l'autre. Voilà. Désolé. On va boire. 16 frères au total, 8 fratries. Donc, les Schlager ne sont pas des frères, j'imagine. Ce sont des cousins, je pense. C'est une bonne question. Ce sont des cousins. Est-ce que je mélange? Whatever. Parce que j'en ai. Il y a quelques cousins aussi, mais là, je me suis pas rendu là. Je me suis pas rendu là. On est rendu à notre 6e question. Ça, c'est la question assez simple. On peut même aller assez rapidement. Quelle est on parlait du beau-frère. Là, le hipster. Donc, beau-frère hipster. Là. La sélection hipster de cette Coupe du Monde, c'est qui? Là, je parie que vous les deux, vous avez dit Japon. Moi, j'ai Japon. En fait, c'est ça qui est assez simple. Puis je pense qu'on a passé même à ton collègue qui est Jean-François Théotonio, qui est très Asia... Asiophile. Je pense qu'ils ont une belle couleur. C'est une équipe qui court bien, qui joue bien. Je sais pas où ils vont se rendre exactement, mais le Japon est assurément le truc hipster. Moi, je trouve qu'ils sont sous-estimés. Puis, je suis déjà allé au Japon, j'ai eu la chance d'y aller, puis même dans des stades de soccer quelquefois.
Et c'est assez impressionnant, la qualité des installations. Évidemment, ils ont eu la Coupe du Monde, mais même le niveau de ferveur. Puis je me rappelle, je suis allé à Hiroshima un jour de match, j'ai essayé d'avoir des billets, il n'y en avait plus. C'est des immenses stades. Puis, tu sais, même, honnêtement, c'est des plus beaux stades souvent que dans la MLS. Là. C'est comme vraiment impressionnant ce qu'ils ont là-bas. C'est juste qu'ils jouent tellement en circuit fermé qu'on les connaît pas, ces joueurs-là, mais ils ont du talent. Tu avais rapport du Japon aussi? Ouais? Pour une chose, qui d'autre ramasse ses vidanges? Ouais. Là, ils vont jouer là, c'est écologique. Dans la prochaine semaine. Tout le monde va encore. Ils vont laisser des petites notes dans le vestiaire. La culture hipster, c'est propre. Puis, moi, c'est... Ça recycle ou ça fait semblant de recycler? En fait, ça base pas ses choix sur les mêmes choses que les masses, mettons. Puis c'est pour ça, moi, je choisis ceux qui sont pas tout croches. Moi, je suis allé en Europe, j'ai pris l'Autriche. Oh! Ça fait longtemps que l'Autriche est en Coupe du Monde. Je pense que ça fait genre presque 30 ans. Et ils sont dans un groupe prenable. Je veux dire, normalement, je pense qu'ils devraient être capables de sortir du premier tour. Puis ils ont quand même quelques joueurs, Arnautovic, en milieu de terrain, Sabitzer. Donc, ils ont quand même quelques vétérans. Je pense qu'ils pourraient faire... ils pourraient peut-être même se rendre en huitième de finale. J'avais aussi le Sénégal, moi, personnellement, parce que... Ils ont-tu gagné la Coupe d'Afrique des Nations? Je suis plus sûr. Là. Mais avec Sadio Mané, puis je pense qu'il y a le côté francophone, puis il y a un truc cet été... le bonheur qui va émaner de la sélection du Sénégal, ça pourrait être justement un petit côté hipster aussi. OK, 7e question. Ça, j'en ai, hein. Ça, c'est mon département. Je serais curieux, Oli, t'en as-tu beaucoup? Si cette Coupe du Monde était une chanson, un film ou une série... moi, je pensais qu'il fallait choisir... Non, mais moi, j'en ai mis beaucoup. Là, tu me connais, mais tu peux en choisir un. Vas-y, commence avec la tienne. Moi, c'est Unbreak My Heart. Oh! ça va dire sur nos goûts musicaux. Unbreak My Heart, c'est qui? Non, mais c'est... sur toute la Coupe du Monde ou une sélection? Non, sur toute la Coupe du Monde. OK. Parce que les upsets qu'on avait généralement en phase de groupe qui n'avaient pas d'impact sur les grandes nations, parce qu'ils se reprenaient ou ils finissaient par passer au prochain tour de toute façon, il va en avoir en 16e de finale. Tu vas avoir un Arabie Saoudite-Argentine en quart de finale. Mais là, l'Argentine ne va pas dire « OK, on se réveille, puis notre Coupe du Monde commence ». Ça va être « on rentre à la maison ». Puis je pense que c'est là où je comprends le réflexe de dire qu'on dilue la qualité. Tu parlais de 5-0 ou des 0-0 un peu plates. C'est vrai peut-être en phase de groupe qu'il y en aura certains des matchs comme ça, mais il va aussi avoir des grandes nations qui prennent de haut l'adversaire en 16e de finale ou qui ne trouvent pas la solution puis qui se font éliminer en prolongation au tir au but. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, on est passé à côté de notre Coupe du Monde. » Qui aurait cru qu'on aurait parlé de Tony Braxton? Tony Braxton. On va dans le plein axe. Moi, j'en ai plusieurs. Je peux-tu vous les faire? Bien sûr, vas-y. Coupe du Monde, We Didn't Start the Fire, de Billy Joel, parce que cette chanson-là aussi va très, très vite. Ça nomme l'ensemble du plateau culturel de l'époque aussi. Puis, vous savez, ce refrain-là, c'est pas nous autres qui a starté le feu, mais bref, il y a ça. L'Uruguay de Bielsa, je le dis depuis tout à l'heure, ça court. On est aux États-Unis, Born to Run, de Bruce Springsteen. L'Espagne, Sade, Smooth Operator. Je l'ai dit avec mon accent de la Beauce, Sade. Le Brésil, King Kuta, parce qu'il y a deux choses de Kendrick Lamar. Parce que King Kuta, c'est un hymne noir, notamment. Puis je pense que le Brésil a une histoire forte aussi d'esclavage et tout ça. Puis c'est le roi déchu qui, je pense, qui est en mesure de revenir aussi. On se questionne encore sur la qualité de la sélection, ou du moins la capacité d'aller très loin pour le Brésil. Ils vont aller loin, parce qu'ils vont aller très loin. King Kuta de Kendrick Lamar. Puis j'ai deux films. Everything, Everywhere, All at Once. Je l'avais aussi, oui. Oui, tout à fait. La Coupe du Monde, il y a tellement de matchs. Puis, Avengers, The Endgames. Oh. Parce que après la Coupe du Monde, c'est fini pour Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, ils vont disparaître aussi. Puis quels seront nos nouveaux super-héros? Ça va être Avengers Endgames. Voilà. Très bien. Hey, broyez pas, les gars, broyez pas. Non, OK. Moi, j'avais Game of Thrones. Ben ouais. Beaucoup de personnages, mais attachez-vous pas parce qu'il y en a plein qui vont disparaître très tôt. Ça va être quand le Red Wedding, Paul, c'est ça? À voir. 8e, le pays hôte qui va se rendre le plus loin dans le tournoi. Ça, c'est une question très nord-américaine, mais Mexique, Canada, États-unis. Là, t'en as parlé, Ali, je veux pas... Vas-y. Tu sais ta réponse, mais tu crois pas du tout aux États-Unis. Ben, moi, j'ai un feeling... Non, mais c'est sûr. Moi, c'est Canada ou Mexique. Okay, j'ai pas les États-Unis là-dedans. Non, puis de toute façon, ils n'ont pas amené Diego Luna. Là. Ça, là...
Ah oui? Ça marche pas. J'ai envie de dire, c'est les blessés. Si les Canadiens n'avaient pas autant de blessés, je te dirais Canada, puis j'hésiterais même pas. Là, puis tu regardes le match contre l'Irlande, t'as pas trouvé les solutions que tu aurais dû trouver. Je pense qu'il va partir avec Kyle Aaron. Puis Kyle Aaron va finir sur le banc, cette Coupe du Monde-là. C'est Promise David qui va jouer avec C'est une promesse que tu nous fais? Je peux pas croire. Je comprends toujours pas pourquoi Kyle Aaron est... Pas de mauvaise saison en club, par contre. Oui, mais un but en 23 matchs, 24 matchs en équipe nationale. Mais c'est un grand classique de la Coupe du Monde. C'est-à-dire, tu commences avec l'équipe qui, sur papier, est la meilleure, mais genre, après le premier match, les coachs mettent tous l'équipe qui est la meilleure en vrai. Puis j'ai hâte de voir, parce que Promise David, s'il était en forme, là, il a joué 2 matchs depuis le mois de février, moi, je suis convaincu que c'est lui qui commencerait. Je vais dire le Canada, mais moi, je pense que les Mexicains jouer à la maison, c'est de loin le plus gros des 3 avantages à domicile. Le Canada... D'ailleurs, vendredi dernier, là, j'ai croisé Kevin Blue, président de Canada Soccer, dans le métro en rentrant à la maison, puis je lui ai dit... Il prend le métro? C'est pas Victor qui a pris le métro? Non. Voir Victor dans le métro. Puis je lui ai dit, je m'attendais jamais à voir autant de rouge dans les estrades au Stade Saputo. Puis là, c'est sûr que depuis la dernière Coupe du Monde en 2022, tu étais le seul pays au Qatar qui n'avait pas de nouveau maillot. Ouais. Puis ça avait froissé bien du monde. Tu n'étais pas capable de mettre la main sur de la merch. Puis tu as senti... Le Stade Saputo avait l'air d'un vrai stade de ballon vendredi, avec une section... Moi, j'ai jamais vu une section complète de fans comme l'Irlande, qui était toute verte, qui était 100% des fans de l'extérieur. Là où je vais en venir, c'est que tu vas avoir une superbe ambiance à Toronto, superbe ambiance à Vancouver, mais pour les Mexicains au Mexique, ça va être 14 coches au-dessus. Au-dessus de ce que les Américains vont vivre chez eux, puis au-dessus de ce qu'on va vivre ici. Donc, j'y vais avec le cœur, là. Je dis le Canada, mais je pense que l'avantage à domicile, c'est les Mexicains qui l'ont beaucoup plus que les 2 autres. Canada pour Oli, donc. Alex? J'y vais pour les États-Unis. Hey! Oui, tout à fait. Je pense qu'ils ont vraiment un des pires groupes de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est archi faible. C'est Paraguay, Australie, Turquie. Je vois pas un monde dans lequel ils sont pas top 3, ou même s'ils étaient 3e, ils seraient dans un bon différentiel. Normalement, ils devraient passer à travers ce groupe-là. Puis c'est eux qui se font battre en 16e de finale. Ça se peut. Mais ça se peut. Mais bon, les autres, je pense qu'aussi Mexique, Canada vont passer. Je pense qu'il y a même... Je pense qu'il y a une possibilité que Mexique et Canada, je pense qu'ils terminent chacun 2e. 2A et 2B. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils peuvent s'affronter, je crois. Ouais. Donc, peut-être qu'un de ces 2 pays-là va se rendre loin, mais les États-Unis, je les vois quand même passer le premier tour puis les 16e. Je pense qu'à partir des 8e, on va oublier ça, là, mais ils ont le potentiel de passer. On va être équilibré. C'est drôle que tu dis, attends une minute, juste pour le groupe des États-Unis, moi, je me suis marqué équilibré. C'est vrai que peut-être c'est leur prêter... Équilibré faible quand même. Mais en même temps, Paraguay, Australie, c'est ça, tout le monde est mauvais, mais tout le monde peut avoir un bon match. Puis la Turquie, c'est une bonne sélection. La Turquie, oui. Paraguay, c'est très défensif. Ça va être très... Paraguay, c'est il va falloir que les États-Unis trouvent des solutions. Bref. J'ai bien de la difficulté à prédire ce groupe-là, où ça en ordre. Puis c'est pour ça que j'ai choisi le Mexique, parce que le Mexique, c'est le seul où je me dis, ils gagnent leur groupe. Puis ça veut rien dire, parce qu'après ça, ils prennent un 3e, mais ça peut être... Le 1A prend un 3e, on ne sait pas lequel. Même chose pour ces 2A et 2B. Puis je me dis, le Canada 2e, c'est peut-être la Corée du Sud aussi. Puis la réponse assez simple, parce que ça devient très compliqué avec tout ça à faire un... Si vous avez fait un bracket... Là, je l'ai essayé, c'est un peu tough. Tu fais une simulation, c'est parce que c'est impossible, parce que les 3 aussi où sont placés face au 1, c'est très difficile à voir. La seule affaire qui est une constante, puis on va sortir un peu de ça, mais c'est que je vois, entre autres, la France et l'Allemagne. C'est les 2 superpuissances qui sont destinées à se rencontrer à quart ou avant, tu sais, aussi. C'est la seule affaire. L'autre constante, c'est que les beaux matchs sont à peu près tous aux États-Unis. Oui, oui, ça c'est sûr. OK, c'est le temps de refiler nos... Parce qu'il y a une petite question quiz, refiler nos shooters aussi à ce moment-ci du match. Oui, c'est ça. 2 choses. Dans un premier temps... tu parlais du Mexique. Je vais faire 2 questions, OK? Le Stade Azteca va entrer dans la légende cette année. Tu parles au Mexique. Pourquoi le Stade de Mexico? Parce que ça va être sa 3e finale de Coupe du Monde. Bravo.
Troisième Mais stade qui va présenter des matchs de la Coupe du Monde. C'est quoi, Pas finale. si le pont-levis était baissé, là? Oui, tu l'aurais pas su? Non, parce que je l'ai appris dans un podcast en m'en venant tantôt. T'es en retard. OK, fait qu'attends. On va kit ou double. Oli, kit ou double. Je peux en prendre un deuxième si tu l'as pas. Les sélectionneurs. Ouais. C'est pas des sélectionneurs. T'es pas obligé d'être la nationalité de ta sélection, effectivement. Combien sont des étranges? C'est quoi la nationalité la plus représentée chez les sélectionneurs? Je l'ai lu cette semaine. Allemagne? Non! Ah, je pensais que c'est Allemagne. Bye. Allez, si tu l'as pas, je bois aussi. On va me rendre au bout de la canette, ça continue. Merci, Carlsberg. Ça doit être argentin ou espagnol. Ou Italie. Non? Choisis un des deux. C'est quoi ta réponse? Argentin. Tu l'as eu. Ah, ben! Bravo, bravo. 2 sur 2 là-dessus, allez, t'as pas Bravo, vu. bravo. 6 Argentins, 6 sélectionneurs argentins. Et la deuxième nation la plus représentée, la France, avec 5 sélectionneurs français. Ah oui? Quand même, hein? Ah ouais, Ben, je pense aussi que si on prenait les joueurs nés en France, je pense qu'on pourrait faire comme 5 ou 6 équipes. Là. Assurément. C'est un truc de fou, là. Assurément. Puis juste, en fait, si on prenait juste la France, si on prenait juste la France, on pourrait faire 3 équipes c'est ça. compétitives. C'est que beaucoup d'équipes, là, même. 10e question, on arrive presque au bout. Là. Le sujet dont on va le plus parler, mais qui vous fera rouler des yeux. On va s'envoyer l'emoji par texto là, des yeux qui roulent. Veux-tu commencer? Oui, Ali en a glissé un mot tantôt. La qualité des matchs au premier tour, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de critiques. Parce que il risque d'avoir beaucoup de duels débalancés, en des très bonnes équipes et des équipes genre vraiment pas bonnes. Et je pense que les équipes vraiment pas bonnes vont avoir tendance à parquer l'autobus. Puis essayer, comme l'Arabie Saoudite l'avait fait, je pense qu'il avait joué avec 6 défenseurs contre l'Argentine. On risque d'avoir beaucoup ça. Puis je pense que la qualité des matchs au premier tour, il y a beaucoup de matchs qui risquent d'être un petit peu défensifs et plates. Puis ça, je pense qu'il va y avoir des critiques. Mais c'est le format 48 invite à ça. Je veux dire, forcément, si t'es Curaçao puis t'affrontes, je sais pas, je me rappelle plus qui affronte, là, mais je veux dire, une bonne équipe, ça va arriver. Je veux dire, t'ouvriras pas la machine pour essayer d'aller en marquer 3 de l'autre côté. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de critiques là-dedans et ça va me faire lever les yeux parce que c'est un peu inévitable. Pour le beau jeu. Puis en même temps, inversement, il y a des clubs... Le Canada, c'est ça. Quand il y a encore des problèmes à trouver des solutions quand l'équipe recule, on l'a vu contre l'Australie notamment. L'Ouzbékistan aussi. L'Ouzbékistan, c'est la même affaire. Il y a plusieurs sélections... Je viens de parler des États-Unis. Plusieurs sélections qui ne sont pas nécessairement habituées, qui ambitionnent d'être parmi les meilleurs, mais qui parfois, dans leur style de jeu, dans leur façon de faire, oublient que par moment, il va falloir qu'ils fassent le jeu. C'est intéressant de voir ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'on va rouler des yeux? À propos de quoi on va rouler des yeux? Ça fake. Ah oui, encore? Sais-tu quoi? On en a déjà parlé. J'avais l'impression qu'on était passé ça ici au Québec. Ah oui, t'es passé parce que t'as oublié depuis 4 ans. Ah ouais. Aux 4 ans, ça revient. Ah, moi, ce que j'aime pas, ça fake, ça se relateur. Puis moi, ce qui me fait halluciner, là, c'est que si ça avait la même influence sur un arbitre au hockey, ça ferait la même affaire au hockey. Mais les dernières séries, il y a des gens qui se sont plaints que ça fakait. Ben oui. De la Ligue nationale de hockey, j'entends. Je comprends. Puis moi, la raison pour laquelle ça me... Puis c'est 2 choses. C'est que nous aussi, on déplore quelqu'un qui fait ça. Tu sais, tu vas dans des stades en Angleterre, s'il y a un gars qui se roule à terre, puis on va y aller avec un cliché, là, un Italien ou un joueur latin, ou peu importe. Ou Neymar. Pas que les... ça froisse les fans de soccer aussi, là. 2, c'est que ça arrive tellement moins que ça arrivait dans le temps. Avec la reprise vidéo dans la surface de réparation, tu as l'air d'un cave si tu n'as jamais été touché, puis tu plonges, tu vas te ramasser avec un carton jaune pour simulation. Pour toutes ces raisons-là. Puis je trouve que c'est tellement un out facile. Hein? Moi, j'aime pas ça parce que ça fait que quand tu le vois de plus en plus au basket, tu vois, tu sais, les gars au hockey là, qui se touchent la bouche puis qui veulent se... T'es de se mordre la langue. T'es quasiment en train de te mordre la langue ou l'intérieur de la lèvre pour montrer qu'il y a un peu de sang. C'est pas la même chose, ça. C'est juste ta version de ce que des gars font au soccer. Dans les 2 cas, on le déplore. Mais Simon, c'est un peu moins pire depuis qu'il y a une gestion plus serrée du timer, là, de la minuterie. Il me semble que c'est moins pire. Moi, je pense que c'est un peu moins pire. Il y a moins d'avantages, il me semble, à plonger maintenant qu'il y a... Mais moi, je pense que vraiment que c'est la reprise vidéo. Parce que dans la surface, les gars, t'arrêtes d'inventer des trucs, puis à un moment donné, tranquillement, là, t'as une génération qui a vécu que ça, là.
T'sais, ils sont arrivés pro, puis il y avait la reprise vidéo. Tu peux pas inventer des fautes qui n'ont jamais existé. Moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est moins pire à cause de la vidéo et comment c'est scruté en ce moment. Puis l'autre affaire, je pense que culturellement, au Québec, on a tranquillement compris, puis on comprend que le jeu, c'est sur 90 minutes, pas arrêter. C'est un effort anaérobique. Quand tu tombes, c'est correct de prendre ton temps, 2 secondes pour te relever aussi. T'es pas... faut pas que tu ailles au banc changer de trio rapidement. Ça fait partie de la culture. Puis ceux qui vont dire ça, ils vont juste montrer à quel point... Non, je sais. C'est des arrivistes ou c'est un peu des gars et des femmes qui n'ont pas fait leur travail, leur recherche. Voyons, je déparle. C'est la Carlsberg. C'est la Carlsberg. C'est la Carlsberg qui te permet de te déparler. OK, sujet... moi, je vais juste dire... qui va me faire rouler des yeux, on en a parlé tout à l'heure, puis vous allez m'entendre encore, je vais peut-être être en gaine, mais c'est Donald Trump. Cette administration-là a le don de s'immiscer dans des moments, puis de s'immiscer de façon pataude. On enregistre aujourd'hui le jour du 3e match de la finale de la NBA au Madison Square Garden, puis Donald Trump, doit être une envie de caca pour lui. Il a décidé d'aller au Madison Square Garden. Ce que ça va faire, c'est que ça va détourner en partie l'attention. Le FanFest à côté est annulé. Ouais. Il y a plein de gens qui ne pourront pas aller regarder la game au FanFest à l'extérieur. Déjà que les billets sont à 10 000, il y en a à 250 000 $. La game va probablement commencer en retard aussi. Les gens vont roter leur bière à 9 h plutôt qu'être sur le pic de leur siège à 8h30, 8 h. Comme Kash Patel avec les Américains aux Jeux olympiques. Tasse-toi, mon gars. Je m'en fous que tu sois républicain, vert, rhinocéros ou démocrate. Sac-nous patience. Aie la classe de tasser puis de faire un pas de côté puis de pas mettre le projecteur sur toi. Je sais que ça n'arrivera pas parce que historiquement, genre Poutine puis les gens de la junte en 78, historiquement, il y a d'abord, c'est pas une autocratie présentement les États-Unis, mais historiquement, ça a été présenté dans quelques autocraties, la Coupe du Monde, puis souvent les politiciens s'en sont servis, Mussolini à l'époque et tout. Donc, récemment, Qatar et la Russie, c'est pas pour rien que l'Arabie Saoudite aussi. C'est bien plus simple quand on le voit, notamment ce qui est arrivé à Montréal, ce qui arrive, les dépassements de coûts, puis c'est bien plus simple en Argentine en 78. Quand le boss est là, puis décide aux dépens des populations aussi. Ouais. Puis visiblement, Infantino est dans cette dynamique-là aussi. Voilà, engagé. 11e, avant-dernière, quelle nation sans titre est la mieux placée pour gagner sa première Coupe du Monde? On a tous la même affaire. J'en parlais, je pense qu'on a toute la même affaire. Portugal? Ouais. Moi aussi, ouais. Possible, très possible. Hein? Ils ont des bons milieux de terrain au monde. Mm-hmm. Sinon, j'ai mis Maroc. Ouais, Maroc ou Pays-Bas, ça serait C'est-tu Pays-Bas, peut-être? Ouais. Pays-Bas, en même temps, on parlait de Constance. Non, je crois pas, mais si on va choisir un, ça peut Tu nous as posé une question. OK, c'est correct. Non, mais je veux pas me faire à colère, mais je trouve que le Maroc, en même temps. Maroc aurait plus de chance, je pense, que Pays-Bas. Mais moi, je pense, tu sais, on en parlait avec Louis et Max dans La Poire et le fromage la semaine dernière. Le Maroc, refaire ça, mais dans un pays qui n'est pas arabe, c'est une autre game. C'est pas du tout la même chose. Puis s'ils arrivent à reproduire le même genre de Coupe du Monde sans faire exactement le même résultat, là, mais de se rendre loin... c'est vrai, au Qatar, le soutien était exceptionnel. J'ai eu l'occasion de voir 2 matchs, je pense. En tout cas, un sur du Canada-Maroc, j'étais là. J'avais jamais vu... Ouais, mais en fait, j'avais jamais vu un stade comme aussi hostile envers une autre équipe. Donc, chaque fois que le Canada touche au ballon, ça siffle. Mais il y avait à peu près 50 000 places. Il y avait 49 200 Marocains et 800 fans du Canada qu'on n'a pas entendu du match. C'est la foule la plus impressionnante que j'ai vue dans ma vie. Puis je veux dire, j'ai assisté à des événements aux Jeux olympiques. J'ai assisté aux 4 nations même. La foule à Montréal était vraiment très, très forte et tout. Mais les séries éliminatoires récemment... la foule marocaine peut être franchement renversante. Puis là, on parle vraiment d'un 12e joueur. Tu sais, j'ai fait une entrevue pour Le Parisien, dernièrement. C'est mon... Tu peux braguer. C'est pas tant braguer. Puis la personne me disait, le journaliste me demandait, est-ce que l'expérience des fans est comparable maintenant nord-américain à ce qu'on connaît en Europe? Puis je fais, il n'y a pas aucune commune mesure. Puis je vais plus loin. Puis là...
excusez les termes, mais l'acte de spectature dans le sport professionnel nord-américain est beaucoup plus civilisé. Tu sais, je viens de parler de New York. Passif aussi. C'est surtout passif. Faut que tu fasses dire quoi faire par le Jumbotron. Ça devient dangereux, en quelque sorte. Là. Jokic disait, le joueur de basket, qu'en Serbie, justement, ça me dérange pas les finales de la NBA parce que j'ai joué en Serbie où ça devient, il y a des flares dans les arénas. C'est incomparable, pour vrai. Là. J'en ai vu plein, là, des événements. C'est culturel. Là. Oui, non, tout à fait. Puis, tu sais, même souvent en Amérique du Nord, c'est un loisir, surtout le sport. Oui, c'est rendu une industrie et tout, mais ça te prend pas dans les tripes. C'est rare que tes fans, à part du Canadien, là, de parents à enfants, puis une 4e génération. Si tu vas en Angleterre, c'est partout comme ça. Je veux dire, moi, je suis allé, je racontais hors d'autres tantôt, mais je me suis initié au soccer dans les années 90. J'ai eu la chance de voyager. Puis une fois, je suis à Copenhague, puis je voulais des matchs des billets pour un match entre Copenhague et Manchester United. Évidemment, j'étais naïf, il n'en restait plus. J'ai dit, on va aller au bar avec mon ami dans le stade. Puis quelqu'un a sorti un drapeau de Brøndby, qui est le club local. Puis un fan de Manchester United a mis le feu après. Puis tu sais, ça a fermé le bar. Ou tu sais, j'ai vu des ultras, par exemple, à Prague, tu sais, brûler les vêtements de quelqu'un. Je veux dire, dans les astrales, la personne s'est ramassée tout nue. Des trucs de fou. Évidemment, on verrait jamais... Ben, en tout cas, on pourrait peut-être le voir un jour, mais ça fait pas partie du tout de la culture américaine qui est plus axée sur la famille. Puis je le sais que dans les cercles du soccer, il y a beaucoup de gens qui critiquent, surtout en Amérique du Nord, là, cette approche-là de la MLS d'être très familiale vers la famille et tout ça. Mais traditionnellement, le sport en Amérique du Nord, c'est comme ça que ça se fait. Encore aujourd'hui, il y a des pubs à Dublin où tu n'as pas le droit, au centre-ville surtout, tu n'as pas le droit de porter de maillot de soccer pour rentrer. Parce qu'ils savent que si tu en as un qui rentre avec un maillot de Liverpool, un autre avec un maillot de Manchester United, ça va lever. Mon fils est allé au Danemark voir un match de l'équipe danoise il y a deux automnes. Il y avait un chandail de rugby qui ressemblait... Il jouait contre la Serbie, je pense, en tout cas. Puis ça ressemblait trop au... il jouait contre la Croatie, je pense. Puis ça ressemblait trop comme le chandail de rugby à la Croatie. Il a fallu qu'il revire son chandail à l'envers pour rentrer dans le stade pour assister à la partie. Wow. C'est pas... Ben, c'est pas... Pour des gens, c'est une étoile du Nord, tu l'as dit, tu sais... Moi, j'aime... Écoute, j'aime bien cette culture nord-américaine-là. J'aime ça quand le gars de Boston rentre, puis je dis « Ah, vous êtes lettre », mais c'est fait en clin d'œil aussi. Quand les gens de Toronto viennent, qui passent à côté du 1642, puis tout le monde s'arrête de parler, puis chante « Toronto is full of shit », j'adore ça, tu sais. Vas-y pas, mais... Ta vie, ton intégrité physique n'est pas en danger. Moi, ça me plaît quand l'intégrité physique n'est pas en danger. Moi, c'est quelque chose que j'achète, en général. La mienne, en tout cas. OK, dernière question, on est rendu là, puis ça va finir notre preview de la Coupe du Monde. Mis à part Messi, lequel des joueurs de la MLS aura la meilleure Coupe du Monde ou sera le plus mémorable dans ce tournoi? Il y a 44 joueurs de la MLS qui sont inscrits au tournoi cette année. Vous avez qui? Tiens, tu suis la MLS pas mal, Alex. Est-ce qu'on dit Heung-min Son ou Sung Heung-min? On dit les deux, je pense. C'est rien, mais on en parlait tantôt. Les Coréens, moi, c'est les noms qui me rentrent le moins dans la tête. C'est vraiment compliqué. C'est Heung-min Son. C'est la version anglophone, c'est ce qu'on se disait, mais je me rappelle plus. Je pense que c'est OK, appelons-le Heung-min Son. Appelons-le Son. Ben, je veux dire, il est à la Corée du Sud, ce que Drogba pouvait être à la Côte d'Ivoire, par exemple. T'sais, donc, c'est vraiment le joueur de sa sélection. Il va avoir toutes les chances de marquer. Il est dans un groupe aussi où il risque d'avoir pas mal de buts. Là. C'est un groupe qui est plutôt faible. C'est sûr qu'il va être partant, puis c'est sûr que l'attention va être sur lui. C'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs de la MLS, mais dans des rôles clés, il y en a un petit peu moins. Il y a Maxime Crépeau aussi qui pourrait, je veux dire, s'illustrer, là, clairement. Je veux dire, il est gardien de but. Si lui peut vraiment donner la victoire au Canada dans plusieurs parties, puis on l'a vu là, contre l'Irlande, ben, il a été très, très bon en fin de match. Donc, ça parlait de penalty tout à l'heure. Ouais. Qu'il y a des 16e ou qui vont se finir au penalty. Exactement. Donc, pour moi, c'est les deux joueurs qui risquent d'avoir le plus grand impact. Moi, j'avais choisi Crépeau. Crépeau, parce que justement, je pense que tu as besoin d'au moins un match où ton gardien te sauve. 2, cette histoire-là a commencé à s'écrire vendredi. Là, les images de Max qui est en larmes pendant l'hymne national. Les images de Max avec son père qui était ultra émotif aussi. Tu as l'impression là, qu'il y a quelque chose qui vient d'être semé, puis tu pourrais récolter une histoire fascinante. Puis Max, c'est un gamer. Il est all-in. Il prend des paris, puis ces paris-là peuvent des fois pas fonctionner, puis ça peut avoir des effets néfastes. Mais quand ça fonctionne,
tu t'en rappelles. Mais il se sublime dans ces moments émotifs-là. On en a parlé dans le premier plein axe, puis c'est une des questions que je posais à Max. Ça fait ressortir, puis au-delà, je pense, de Sinclair, ça fait ressortir une qualité de Max dans ces moments-là. Il se sublime, puis c'est un gars qui carbure. Il y a ce genre de joueur-là. Écoute, tout le monde carbure à l'intensité et tout ça, mais je pense que particulièrement, il y a le flair pour les grands moments Crépeau. Moi, j'ai 3 noms. J'ai un gars que je trippe depuis le milieu de la saison dernière, qu'on n'a pas vu, qu'on ne voit pas ici beaucoup au Québec, puis il est dans l'Ouest aussi, c'est Petar Musa, le Croate. On parlait de la Croatie. Je ne suis pas certain. J'ai l'impression qu'on va alterner avec les attaquants, mais il pourrait en mettre quelques-uns pour la Croatie, puis ça ferait boule de neige. Il y aurait un méga transfert aussi qui se ferait de Dallas vers l'Europe. Puis deux Américains aussi. Tu parles t'as parlé de Max Crépeau. Matt Freese, je pense, aux États-Unis, parce qu'il y a un petit débat à savoir est-ce que c'est Turner, c'est Freese. Freese a les filets. Je pense que c'est un bon gardien de but. Je regardais contre l'Allemagne aussi. C'est un gars qui est bon avec ses pieds, qui distille bien les affaires. Si les États-Unis devaient être sauvés par Matt Freese au tir au but, dans la façon dont on a de couvrir le sport aussi aux États-Unis, je pense qu'il pourrait passer à une autre étape. Puis l'autre aussi, Berhalter. Parce que ça fait partie des enjeux. Plusieurs analystes aussi ne s'entendent pas aux États-Unis. Qui on va prendre, qui on met au milieu. Berhalter est vraiment très bon, puis encore meilleur que je pensais à le voir jouer encore cette année. Berhalter, il continue là-dessus. Je pense qu'ils ont besoin de lui avec Tyler Adams au milieu du terrain. Je pense que ce seront les deux milieux pour commencer le premier match. À voir, mais Berhalter, lui aussi, ça pourrait être une scène extraordinaire pour lui pour la suite. Donc, tu les vois passer le premier tour, les Américains. Écoute, ils sont éliminés en 16e de finale. Je le dis, là. C'est mais là en fait, que le documentaire je sais même pas, je pense, je vois tout passer. Je vois le Canada passer en même temps. Ce sera pas facile non plus, le Canada. Hein? C'est pas fait. Est-ce qu'ils sont capables... Tu sais, on en dit, moi, je pense que c'est leur Coupe Stanley de sortir du groupe. Puis après ça, c'est un bonus. Ta Coupe Stanley, c'est gagné le 16e de finale. Là, mais Bosnie, ils vont gagner contre la Bosnie. Mais meilleur 3e. Ouais, ils peuvent pas perdre contre le Qatar. Please. Non, c'est sûr. Please. Une victoire, est-ce que ça t'assure pas mal d'une 3e position? Ça dépend probablement de ton différentiel. Après, t'es au-dessus de 50%. Tu as une victoire, t'es au-dessus de 50%. Le match clé, c'est la Bosnie, là, pour le Canada. Tu gagnes ce match-là, t'es au prochain tour. Je pense aussi, Non, c'est sûr. OK, d'accord. Voilà, c'était la fin de notre preview. Voulez-vous une petite question quiz pour la fin, pour la route? Toujours. Il m'en reste quelques-unes. Ah oui, ben écoute, le premier match de l'Égypte est face à la Belgique. Oui. Couvres-tu ça, Alexandre? C'est Jean-François qui couvre ça. Jean-François qui couvre ça, et j'espère qu'il nous écoute et qu'il connaît la réponse. Ça sera spécial pour Mohamed Salah, ce match-là. Pourquoi? Beau Derek. Son 100e match en sélection. Ça sera son anniversaire. Il aura 34 ans cette journée-là. D'accord, OK. 34 ans. Fait que, bonne fête en avance, Mohamed. Bon anniversaire, Mohamed. Je pense que c'est... Bon. Il boit pas, lui, mais on va boire pour lui. Dans ton Google Calendar, tu as l'anniversaire de Mo Salah. Ouais. Non, je l'ai dans ma tête, maintenant. Et j'en ai une dernière, tiens. Ouais, c'est là. Une dernière de façon positive. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, le Levi's Stadium? C'est un stade qui est quelque chose de très particulier. Il y a un zipper. Sur son toit, tiens. Sur son toit? Ouais. Ça n'a pas rapport avec la commandite. Parce que ça, c'est assez intéressant. Tu peux dire les jeans. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu que les stades se débaptisent pour la Coupe du Monde, sauf celui d'Atlanta qui aura le droit de garder son logo, je pense, de Mercedes. Exactement, mais parce qu'ils n'étaient pas capables tout simplement de l'enlever, mais ça n'a pas rapport avec ça. Ça ne sera plus les noms. C'est pas des jeans. Tu ne peux pas essayer de nain ou de tuxedo canadien au Levi's Stadium. C'est un toit vert au Levi's Stadium. Ils ont une ferme maraîchère sur le dessus, puis ils ont ils ont des fraises, des tomates, des herbes fraîches, notamment, de la coriandre, bref. Et ils s'en servent en partie dans leur concession pour leur concession alimentaire. Hein? Pensez-vous qu'on peut faire un toit vert sur le stade olympique? Ça serait extraordinaire. Là, il faudrait développer des fonds, il faudrait aller voir Alexandre Pratt, merci beaucoup. Au plaisir. On te souhaite une extraordinaire Coupe du Monde. Merci pour l'invitation. Puis tu commences samedi? Oui, exactement. Très bien. Et Olivier Brett, écoute, moi je t'en souhaite, mais je vais te voir pendant. Oui.
Est-ce que tu veux, je vais t'apporter des trucs pour t'hydrater, des crèmes aussi. Parfait. Je vais te crémer avant chaque ça podcast. De ton toit vert. Là. Mon toit vert, ben oui. Descends-moi de ta coriandre, puis je vais être bien content. Je vais mettre ça dans mes tacos. Mon plant de coriandre va très, très bien. Mon basilic aussi. C'est ma ciboulette qui va un peu plus mal ces temps-ci. J'utilise pas beaucoup de ciboulette. tu devrais, mon gars. Okay. Avec les nachos et des petites trempettes, là, en tout cas. Je fais je te ça. donnerai ma recette. Merci d'avoir été là. Bonne Coupe du Monde.